Dans cette vidéo, on va compléter notre examen de... Attendez un peu, je vais remettre ça au début. De juin 2016. Donc, c'est la dernière section, les questions à long développement. Donc, allons-y tout de suite. Ça commence justement à la question 11, mais la question 11, c'est l'optimisation que nous, on a décidé de ne pas faire. Donc, on n'en parle pas. On poursuit tout de suite avec la question numéro 12. Question numéro 12. Donc ça, c'est le genre de question, bien sûr, très populaire. On en a fait en classe. Il y en avait une dans chacun des examens. Donc, il faut faire vraiment attention. C'est pas nécessairement très compliqué, mais il faut comprendre le principe. On se déplace entre le point P vers le point Q. Mais comme il y a un obstacle, on va changer. Donc là, nous, dans cette question-ci, on cherche tout simplement le trajet final, la longueur du trajet que ça va nous donner notre déplacement. Donc, comme c'est des vecteurs, donc c'est comme la somme de petits vecteurs qu'on additionne. Et en d'autres mots, c'est une combinaison linéaire qu'on va faire. Donc, on va prendre le vecteur S un certain nombre de fois, plus le vecteur T un autre nombre de fois, qui va me donner comme résultante le vecteur PQ. Donc, je vais trouver mon vecteur PQ premièrement. Qu'est-ce que c'est? Donc, PQ, comme vecteur, c'est un déplacement de 20 à 94. Donc, je vais me déplacer de 74 sur les X. Et sur les Y, je passe de 10 à 105. Donc, j'ai gravi 105 unités en Y. Donc, ça, c'est mon vecteur PQ. Et moi, je cherche que ce vecteur-là soit un certain nombre de fois. Donc, je vais prendre la lettre M, le vecteur S, plus un certain nombre de fois le vecteur T. Donc, j'ai pris comme variable M et N. Oups, j'ai oublié ma flèche sur mon vecteur T. Donc, 74,105 va être M fois le vecteur 5,12 plus N fois 4,3. Donc, on se crée deux équations, une par rapport au X. Donc, 74 va être égal à 5M plus 4N. Et les Y, 105 va être égal à 12M plus 3N. Donc, ça, c'est mes deux équations. Bon, allons-y avec un petit x3 ici, puis un petit x4 à celle-là. On va y aller par réduction. Donc, 74 fois 3, ça me donne 222. 15M plus 12N. Si je fais x4 à l'autre, 420. 4 fois 12, 48M plus 12N. Donc, je soustrais. Et comme j'ai déjà sûrement fait en classe, moi, je vais tout le temps le plus gros, moins le plus petit, pour ça ne donne rien d'avoir des négatifs là-dedans. Donc, si je fais 420 moins 222, ça va me donner 198. Et 48 moins 15, ça va me donner 33M. Et si je divise 198 par 33, j'arrive à 6. Donc, le M, c'est le nombre de fois que j'ai pris mon vecteur S. Donc, ça veut dire que j'ai pris lui 6 fois. Et pour trouver le N, ben, on va remplacer soit dans l'une, soit dans l'autre. Mettons, je choisis celui-là. 74 va être égal à 5 fois 6, 30, plus 4N. Donc, 44 est égal à 4N. Donc, ça veut dire que ça va faire que mon N est égal à 11. Donc, le vecteur T, lui, je vais le prendre 11 fois. Donc, ma combinaison linéaire, j'ai assez de place. On va aller l'écrire ici. On va écrire que PQ, mon vecteur, c'est égal à 4 fois le vecteur S. Pas 4, c'est 6. Désolé, 6 fois le vecteur S plus 11 fois le vecteur N. Et là, comme moi, je cherche la longueur du trajet, donc je vais calculer 6 fois la norme du vecteur S. Donc, longueur, mettons.
On va faire 6 fois la norme de S, plus 11 fois la norme de N. Donc, pour trouver la norme de S, donc on va le faire ici tout simplement, on fait Pythagore avec le 5 et le 12, donc au carré plus 12 au carré, ça donne 13. Donc, la norme de S va être égale à 13. Et si je fais la même chose avec la norme de T, Pythagore, donc 3, 4, mais on sait que c'est 5, là, 3, 4, 5, notre ami Pythagore. Donc 6 fois 13 plus 11 fois 5. Donc, si je calcule le tout, ça va me donner 133 km. Donc, ça serait la question numéro 12. Donc, beau petit problème sur les vecteurs. On prend notre temps, on reconnaît la combinaison linéaire. Donc ça, je suis sûr que vous êtes capable de vous débrouiller avec ça. Là. On le fait quand même assez souvent. Question numéro 13. On s'en va dans les coniques, dans notre dernier chapitre. Donc, il nous donne plein d'informations. Bon. Il nous parle de l'ellipse. Donc, la grandeur de l'ellipse, le grand axe, qui est 20 ici. Donc, ça veut dire qu'on va écrire ellipse. On va sortir les A, le B et le C sûrement. Donc, le A, il vient de nous dire que c'était 10. Et la distance entre ces foyers, c'est 12. Donc, ça veut dire que le C vaut 6. Les sommets de l'hyperbole coïncident avec les foyers de l'ellipse, blablabla. Donc, comme d'habitude, ce point-là, qui est le sommet de mon ellipse, va devenir le foyer de mon hyperbole. Et le sommet de l'hyperbole va passer par le foyer de l'ellipse. Donc, si je transfère ça à l'hyperbole, ça veut dire que le A de mon hyperbole va être 6 et son C, lui, va être de 10. Donc, ils sont inversés. Là, nous, on cherche quel est le système d'inéquation qui définit la région grise. Donc, ça veut dire que si on essaie de comprendre le principe, c'est que ça appartient aux deux. Donc, ça veut dire qu'on est à l'intérieur de mon ellipse. Donc, je vais trouver mon équation de mon ellipse pour commencer. Donc, le B. Commençons par ça, puis après ça, on discutera des inéquations. Donc, on sait que pour l'ellipse, c'est C à la 2 est égal à A2 moins B2. Donc, ça va me faire 6 à la 2 est égal à 10 à la 2 moins B2. Donc, si je transfère lui de ce côté-là, lui de ce côté-là, ça va me faire que B2 est égal à 64. Donc, comme mon B vaut 8, donc mon équation serait x2 sur 100, ou 10 à la 2, plus y2 sur le B2 qu'on vient de trouver, 64, et ça serait égal à 1. Mais là, on veut une inéquation pour la région. Donc, comme les lignes sont pleines, c'est sûr qu'il va y avoir un plus petit ou égal ou un plus grand ou égal. Et justement, ce que je vous disais, là, c'est qu'on est à l'intérieur de mon ellipse. Donc, ça va être plus petit ou égal à 1. Pour l'hyperbole, donc il me manque le B. Donc, on fait la même chose, sauf que la formule elle est différente. A2 plus B2 est égal à C2. Donc, le A, c'est 6 à la 2, plus B2 est égal à 10 à la 2. Et après quelques secondes de réflexion, on se rend bien compte que notre B2 va encore valoir 64. Donc, ma règle x2 sur 6 à la 2, donc c'est 36, moins y2 sur le 64. Et là, de ce côté-là, on va avoir un 1. Donc, est-ce que c'est plus petit ou égal à 1 ou plus grand ou égal à 1? Les inéquations dans les hyperboles, toujours plus complexes un peu. Donc, nous, on veut être ici. Donc, ça veut dire que le point 0, 0 devrait fonctionner. Donc, il est dans la bonne région. Donc, si je remplace par 0, 0, ça va me faire 0 par rapport à 1. Donc, nous, on veut que le 0 soit plus petit. Donc, ça va nous donner tout simplement plus petit ou égal à 1. Donc, la région qu'on veut être ici, donc on choisit le signe en conséquence, et avec le point test 0, 0, ici, ça me donne 0 plus petit ou égal à 1, donc ça va fonctionner.
Donc, la question 13, ce serait ces deux inéquations-là qui nous donneraient ça. Alors, ça aussi, là, il y en a beaucoup. Des fois, c'est plus compliqué, des fois, c'est plus simple. On y va avec qu'est-ce qu'il nous donne, là. Mais quand il y a deux coniques, la région, il faut que ça appartienne aux deux. Donc, c'est comme une intersection des deux. Il faut vraiment que tu trouves la région qui se trouve pour les deux. Question 14. Vous avez un spectacle avec deux fonctions sinusoïdales, donc soit des sines, soit des cos. Bon. Allons-y fontaine par fontaine. Donc, mettons qu'on prend la première, qui ont appelé la fontaine A. Donc, il me parle que le max est 17,5. Que le min est 2,5. Que mon K serait 10. Donc, c'est le milieu. Attendez un petit peu que je me replace. Ouais, c'est ça. Donc, le K, c'est le milieu. Qui va être 10. Et pour mon A, si on y va avec notre principe de max et de min, donc ça va me donner une amplitude de 7,5. Je sais qu'on a un petit peu de difficulté, là. On est ici, là. Pour la A, on part à quelque part comme ça. Donc, le maximum, c'est 17,5. Là, le minimum, 2,5. Donc, pour trouver le K, le milieu, on les additionne, on divise par 2. Donc, ça me faisait 20 divisé par 2, ça va me donner 10. Et mon amplitude de 10 à 17,5, ça veut dire que j'ai augmenté de 7,5. Donc, j'ai ça. Et notre fonction ici part justement à ici, à 10. Donc, on va transformer ça en sin. Pour la période, on comprend que la période, ça va être 8 secondes. Donc, ça va me faire un B qui va être égal à 2pi sur 8. Donc, pi sur 4. Donc, j'ai toute ma formule. Donc, ma formule va être f de x. L'amplitude 7,5. Sin de pi sur 4. X. Donc, on part à 0. Mon h. Et mon k était de plus 10. Et on partait vers le haut. Donc, tout était positif. Tiens, on va tout de suite calculer. Nous, on est intéressé à savoir c'est quoi la différence de hauteur à 7 secondes. On va tout de suite calculer f de 7 pour le fun. Et ça, on prend tout simplement notre calculatrice en remplaçant par 7 secondes plus 10. Et là, on n'oublie pas d'être en radian. Hein? Donc, si je fais sin de 7pi sur 4 en degrés, ça ne donnera pas nécessairement la même réponse. Donc, on rentre tout ça d'un coup. On ne se casse pas la tête. Donc, sin de 7pi sur 4, toujours en s'assurant d'être en radian. Fois 7,5 plus 10. Ça va me donner 4,7. Donc, on va être à 4,7 mètres. Donc, même principe pour la fontaine B. On prend nos informations correctement. Donc, fontaine B. On a un max de 15. Avec un min de 10. De 5. Pour avoir le K égal à 10, donc mon amplitude va être 5. La période, cette fois-ci, c'est 6 secondes. Donc, ça va me faire un B de 2pi sur 6. Donc, pi sur 3. J'ai toutes mes informations. Donc, si on va regarder le dessin, on comprend que cette fois-ci, on part au maximum. Donc, on va partir comme un cos.
Donc, l'amplitude, c'était 5. Ben, on va mettre des lettres. On va mettre du G de X. On va prendre un 5. On a dit qu'on ferait un cos avec ça. Pi sur 3. X. Plus le K, on a dit que c'était 10. Donc, c'est positif. On part du haut pour descendre. Ça serait ma règle. Et je vais l'évaluer, elle aussi, à 7. Ça, on remplace par 7. Ça va me donner 12,5. Et on cherchait la différence entre les deux. Donc, la B est un petit peu plus haute que le A. Donc, si on fait 12,5 moins 4,7, ça va nous faire une différence de 7,8 mètres. Donc, entre égaux, c'est sûr que vous allez devoir trouver des règles et les résoudre. Hein? Donc, on ne peut pas passer à côté de ça. Ici, ce n'est pas vraiment un résoudre, c'est un calcul. Le résoudre, c'est plutôt fait dans la première section, là. Mais entre égaux, là, c'est tout le temps les mêmes genres de questions. Il y a une identité, il y a de trouver des règles, il y a de résoudre des équations. Et ici, ben, on a tout simplement terminé ça avec trouver des valeurs de y. Là. Ça, c'est plus rare, mais ça peut être là pareil. Question numéro 15. Ça aussi, des grosses questions sur les fonctions exponentielles avec des pourcentages, etc., etc. On ne peut pas passer à côté de tout ça. Donc, on a M. Dufour qui reçoit un gros héritage, puis après ça, il investit de toutes sortes de façons son argent. Bon. Allons-y avec la voiture. Donc, on sait là, que c'est après 7 ans tout se passe. Donc, allons-y avec la voiture, comme je dis. Voiture. Donc, il a acheté une voiture de 24 500. Donc, on prend tout le temps f de x, là. 24 500 par 1 moins 0,12 par année x. Donc, ça va me faire 24 500, 0,88 exposant x. Et pour 7 ans, donc si je calcule ma réponse pour 7 ans, fois 24 500, ça va me donner 10 012,55. 10 012,55. Ça, c'est ma voiture. Il place le 1/5 de son héritage à la banque qui offre un taux annuel de 3,6 composé chaque 2 mois. Ah, ça c'est intéressant. Donc, quand on voit le mot composé, on avait une formule spéciale pour ça. On va écrire ici banque. Donc, le 5e. Donc, calculons le 5e. Ben, c'est 9 000, pas compliqué. 9 000 1 plus, donc les taux d'intérêt composés, c'est qu'on mettait le pourcentage qui est ici 3,6, donc 0,036, et on divisait par le nombre de fois que c'est composé. Et si c'est 2 fois, à chaque 2 mois, donc ça veut dire que ça va arriver 6 fois. Donc ça va être divisé par 6, puis mon exposant va être 6x. Donc 9000. C'est pas un moins, c'est un plus. Hein? Ça l'augmente. Et les taux d'intérêt composés, ça peut être jamais négatif. Donc, c'est sûr que c'était positif. Donc, si on divise ça par 6, plus le 1, ça va me faire 1,006 exposant x. Et on va le calculer aussi pour 7 ans, pour savoir il est rendu à combien d'argent notre ami. C'est pas x, c'est 6x. Hein? On avait un 6 ici. Donc, si je remplace ça par 7 ans, ça va me faire un exposant 42. Exposant 42 fois mon 9 000 qui lui donne quand même 11 570,65. Donc, passer de 9 000 à 11 000, c'est quand même pas si mal. Il achète 3 000 actions d'une compagnie qui viennent d'être émises sur le marché. OK, on n'a pas beaucoup d'informations sur les actions.
On va y revenir après. Il achète un ordinateur avec l'argent restant. OK, c'est le fun à savoir. Sa valeur se déprécie de 18% par année. Donc, on va au moins écrire ça, f de x. On ne sait pas combien que l'ordinateur valait. Déprécie, donc 1 moins 0,18 par année, ça va être x. Donc, il manque le montant des actions. La valeur d'une action de la compagnie a évolué selon la règle. Ah, il nous donne une valeur absolue dans ce cas-ci. Bon, OK. Là, on est un petit peu mêlé. Et là, après ça, tu comprends. OK. Là, on sait qu'il a acheté des actions. Et au début, ben, si on remplace x par 0 dans l'équation des actions, on va être capable de trouver ce que ça va donner, combien il a investi d'argent à x vaut 0. Puis après ça, on va pouvoir remplacer notre x par 7 pour trouver combien ça donne. Donc, premièrement, cette formule-là, c'est plus les actions, ça c'était l'ordinateur. Et là, je vais manquer d'espace pour mes actions, donc je vais aller sur une autre feuille ici. Donc, on va placer ça ici, action. On prend la règle, y égale moins 2x moins 5 plus 13,5. On va évaluer quand x vaut 0. C'est x égale à 0, ça c'est au début. Et là, on va savoir le prix de l'action. Donc, ça va me faire y égale moins 2, 0 moins 5 plus 13,5. Donc, ça va me faire 11 et 50. Et on en a acheté 3000 actions. Donc, 3000 fois 11 et 50. On va savoir combien il a gaspillé d'argent pour ses actions. 34 500. Ça marche-tu, mon affaire? Il me semble que c'est beaucoup trop. Attendez un peu. Si je remplace ça x par 0, ça me fait... Ah, pas en tout. J'ai fait n'importe quoi comme calcul. Ah, c'est pas ça, ça ne marchait pas. Il ne restait plus d'argent. Donc, si je remplace ça pour le vrai par 0, ça me donne moins 5. La valeur absolue de moins 5, c'est bien sûr 5. Et moins 2 fois 5, ça va me donner moins 10. Plus 13 et 50. Donc, ça va me donner 3 et 50 par action. Et comme j'en ai acheté 3000, bon, là, ça va fonctionner. Fois 3 et 50. 3000 fois 3 et 50, ça me donne 10 500 $. Là, ça a plus de sens. Il faut toujours que ça ait du sens qu'on fait. Donc, si... Ben, on va tout calculer. Puis là, on va tout calculer dans 7 ans. Si on remplace x par 7 dans ma formule, moins 2, 7 moins 5 plus 13,5. Donc là, ça va me faire 2 moins 4 plus 13,5. Ça va me faire 9,50. Pour être sûr, là. Ouais. Et si on a 9,50 par action fois 3000, ouais, ces actions, au bout de 7 ans, vont valoir 28 500 $. Ça, c'est la partie des actions. On a besoin du 10 500 pour connaître la valeur de l'ordinateur. Parce que le 45 000 qu'on avait, moins les actions, justement, moins la voiture de 24 500, moins le 9 000 $ qu'on a placé à la banque,
C'est ça le restant pour l'ordinateur. Donc, 45 000, 10 500, moins 24 500, moins 9 000. Ça me donne 1 000 $ pour l'ordinateur. Donc, pour 7 ans, encore F de 7, on avait le 1000. Le 1 moins le 0,8, c'est ça qui va me donner 0,82. À la X, mon X va valoir 7. Donc, si on calcule ça, exposant 7 fois 1 000 $, ça me donne 249,29. Donc, pour savoir combien qu'il lui reste d'argent, de valeur d'argent, on a ces 4 montants-là. On n'oublie pas nos actions à 28 500. Donc ça va nous donner le total que ça donne. Donc, j'ai juste additionné nos montants. Donc, le 28 500 plus le 10 12,55 plus le 11 570,65 plus, il me manque le 249,29. Je pense que je les ai toutes. 1, 2, 3. 2, 3. Ouais, c'est ça. Donc, je devrais avoir tout. On a 10 000, là, 11 000. Ouais, j'ai tout. Donc, ça me donnerait 50 332,49. 50 332,49. Donc, il ne devrait pas avoir d'erreur dans notre calcul ici. Dans notre action, valait vraiment ça. 9,50 fois les 3000. Donc, ça devrait être bon. Donc, ça, c'est pour la question numéro 15. Il nous en reste une dernière avant de terminer ça. Donc, une petite question sur les fonctions. Donc, trouver des règles, des valeurs absolues, des racines carrées, etc., etc. Bon, OK. Ça, c'est pas très compliqué. Donc, on part ici à 60. Donc, ça, c'est une fonction racine carrée. Ça va toucher au sol ici. On sait que c'est à 4. Et aussi à 8. Et notre sommet ici va se retrouver, bien sûr, à 6,60, qui est le milieu du 4 et du 8. Donc, c'est symétrique comme les paraboles. Donc, on va trouver la fonction racine carrée, f de x, égale à a racine carrée. Donc, mon hk, bien sûr, il est ici à 0,60. Donc, ça va me faire x moins 0, plus 60. Et pour trouver mon a, j'ai besoin d'un point. Donc, ce point-là appartient justement à notre valeur, pas notre valeur, il appartient à la valeur absolue et aussi à la racine carrée. Donc, en remplaçant, ça va me faire 0 égale à a, racine de 4 plus 60. Ça va me donner moins 60 égale à 2a. Donc, mon a va valoir moins 30. Donc, ma règle serait moins 30 racine de x plus 60. Pour la valeur absolue, donc, j'ai le sommet, f de x. Donc, mon sommet est à x moins 6 plus 60. Et j'ai 2 points pour pouvoir trouver les réponses qui m'intéressent. Donc, mettons, je choisis le point 0,4. Donc, 0 égale à a, 4 moins 6 plus 60. Donc, ça me donne moins 60 égale à a. 4 moins 6, ça va aussi me donner moins 2. Mais en valeur absolue, me donne 2. Donc, mon a
dans lui aussi, ça vaut moins 30. Donc, ma règle serait moins 30, x moins 6, plus 60. Donc, j'ai mes deux règles. Et nous, qu'est-ce qui nous intéressait de savoir? Entre quel instant les points lumineux se situent durant ce trajet à une hauteur supérieure ou égale à 30? Donc, supérieure ou égale à 30, ça devrait être, mettons, ici. Donc, on va avoir tout ce temps-là et celui-là. Donc, si on commence par la racine carrée pour savoir, ce n'est pas 1 nécessairement, là, selon mon dessin, on va le calculer. Donc, on va prendre la règle qu'on avait ici, puis on va tout simplement la mettre égale à 30. Donc, on va l'isoler. Égale, ça va me faire moins 30. Donc, racine de x va être égale à 1. Et là, on n'oublie pas qu'une fois qu'on a isolé les racines carrées, on avait des contraintes. Il ne faut pas oublier notre contrainte, qui est x plus grand ou égal à 0. Bon, c'est sûr que ça va fonctionner, mais c'est le principe. Et si je mets ça au carré, ça va me donner 1. Donc, finalement, mon dessin était bon. Donc, c'était à 1. Et je vais trouver pour les deux autres. Donc, je prends ma formule de la valeur absolue. Je mets ça égal à 30. Et encore là, on va isoler notre valeur absolue. Donc ça me fait moins 30 divisé par moins 30. Donc, ça me donne 1 tout simplement. Il n'y a pas de contrainte dans une valeur absolue. On sépare ça en deux. X moins 6 est égal à 1. X moins 6 avec le moins ici est égal à 1. Donc ça, c'est les deux façons de trouver nos réponses. On va trouver 7. Moins x est égal à moins 5. Donc, on va trouver x vaut 5. J'ai trouvé mes deux réponses à 5 et à 7. Donc, on a ici 5. On a ici 7. Et là, on cherche, on détermine entre quel instant. Donc, on cherche les instants. Donc, ça va être entre 0 jusqu'à 1, union 5, jusqu'à 7. On détermine entre quel instant les points. Donc, c'est durant ces instants-là que notre trajet va être en haut du 30. Donc, ça va compléter notre vidéo sur ce dernier examen.